sur les dossiers. Pour ceux qui ne viennent pas de sciences du langage, c'est en général des gens comme ceux qui sont là, qui viennent de langue et qui ont choisi l'option FLE. Ceux qui viennent de langue et qui ont choisi l'option FLE, c'est direct, mais c'est très très facile. D'accord? Voilà donc, l'idée, c'est que dans le master SDL, puisque le master FLE fait partie du département sciences du langage, l'idée, c'est que dès la licence, on vous apporte quelques éléments de didactique pour vous faire découvrir un petit peu ce que c'est, pour que vous puissiez déjà avoir quelques bases et que vous puissiez candidater dans les meilleures conditions éventuellement. Ça va, vous comprenez l'objectif? Donc, dans cette idée, on a choisi quelques éléments d'intervention, si vous voulez, pour vous faire découvrir un petit peu ce dont on va parler dans ce cours. Avec moi, c'est civilisation et culture, c'est très large. L'idée, c'est que je vous fasse découvrir, bien sûr, par rapport aux langues, ce que c'est ce qu'on appelle civilisation, ce qu'on appelle culture, parce que vous allez voir qu'on va largement interroger ça, ça veut dire qu'on va pas prendre ça tel quel, c'est compliqué, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et donc, on va voir, je vais voir avec vous des rapports entre langue, civilisation, culture, et je ne vais pas le faire systématiquement, ni à chaque fois, ni de façon prioritaire. Je vais voir avec vous, quand je vous parle de telle ou telle chose, je vous dirai, voilà, quelles sont les implications didactiques. Voilà ce que je vous dis sur les langues de tel peuple, les diffusions, etc. Et voilà ce que ça recouvre, ce que ça implique en didactique. Et la didactique, ça veut dire quand on est en face à face avec des apprenants. Donc, ce n'est pas directement didactique, c'est un cours qui a des implications didactiques. Ça va, vous comprenez le principe? Mais, si vous avez des questions particulières, que ce soit sur les langues que j'aborde, j'essaierai de voir en fonction de vous venez de toute façon, j'aurais abordé l'anglais forcément, l'espagnol forcément, l'arabe forcément, parce que c'est des langues de grande expansion. Mais si vous avez des questions particulières, que ce soit sur les questions didactiques, vous n'hésitez pas, on essaye de voir ensemble, d'accord? Si c'est des questions voire sur le métier, profitez-en, on peut même si c'est des questions en cours qui n'ont pas directement prêt, vous n'hésitez pas à les poser, d'accord? C'est comme ça qu'on va voir. Donc, en fonction, il y a aussi que j'avance un petit peu, des fois, faut pas trop me laisser dériver, parce que j'ai tendance un peu à dériver, mais si je dérive, je reviens toujours au point de départ. Mais si, voilà, au fur et à mesure que j'avance avec vous dans le cours, s'il me vient une idée sur des choses précises, sur la didactique, sur les apprenants, sur des choses comme ça, voilà, je ne séparerai pas de façon tranchée. D'un côté cours, de côté implication didactique. Cours, application didactique, je le ferai en permanence. D'accord? Autre chose aussi, donc en ce qui me concerne, ma spécialité, c'est entre autres les questions justement de l'enseignement du français aux migrants. Donc, j'essaierai de vous donner des exemples, des illustrations très concrètes de ce que ça peut vouloir dire quand on parle de telle ou telle langue, tel ou tel problème culturel, concrètement avec les apprenants, parce qu'avant, dans une autre vie, j'étais formateur d'adultes, donc j'ai eu le contact direct dans l'apprentissage, je ne parle pas didactique comme ça dans l'air. Donc j'essaierai de vous montrer un petit peu concrètement ce que ça veut dire et d'essayer de vous faire entrevoir un petit peu ce que c'est que l'enseignement apprentissage du français. Voilà. Voilà, vous voyez à peu près où on va. Donc, je répète, si vous avez des questions qui ne sont pas forcément liées à ça, enfin quand même un petit peu, vous pouvez poser des questions sur le foot, ça ira, je pourrai répondre. Mais bon, on est déjà à la limite du cours, quoique, vous verrez que j'en parlerai aussi. C'est des instruments, c'est des éléments qui sont très importants justement pour la définition des peuples, des civilisations, des cultures et tout ça. Donc, ce qui nous concerne ici, c'est pour ça que ce matin, j'avais une partie d'entre vous qui sont en SDL et que j'ai dans un autre cours, les deux cours sont très proches, ils ne se recoupent pas, ils se recoupent en petites parties, mais ils sont très proches. Pour ce cours-là, on va s'intéresser essentiellement d'abord, aujourd'hui,
à la définition, si c'est possible de le faire, on verra que c'est très difficile, justement des grands thèmes, des grandes notions qui vont nous intéresser, dont on va se servir ou ne pas se servir aussi. C'est justement en vrac, hein, civilisation, culture, peuple, ethnie aussi, puisque ce terme-là, j'en ai parlé ce matin en disant que je l'ai de côté, mais il faudra ici qu'on l'aborde un petit peu, savoir ce que ça veut dire, puisque si ethnie tout seul, il est moins utilisé et pour des raisons sur lesquelles on reviendra, en revanche, il y a toujours des choses en ethno, quelque chose qui sont utilisées, donc il faut savoir un petit peu comment on fait. Voilà, bah, tiens, par exemple, concrètement, en formation, que vous soyez, si vous allez enseigner le français à l'étranger ou que vous enseignez le français ici, concrètement, vous aurez des gens en face de vous qui sont par définition, qui ne sont pas des francophones natifs, qui ne sont pas des natifs, c'est-à-dire qui ne parlent pas français, donc a priori ne vivent pas dans des pays francophones, sauf les migrants qui arrivent justement, et donc qui viennent de, et là on va voir justement la définition, qui viennent de régions, de pays, de continents très différents. Et donc un des problèmes essentiels dans l'apprentissage, c'est pas tant la langue elle-même, parce que c'est une technique. On se dit voilà, on sait ce que c'est que le présent, le passé, le futur. On va expliquer ça aux gens, on va leur expliquer comment on fait une phrase en français, on va leur expliquer comment on comprend ce qu'on nous dit, les interactions, etc. Mais c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a justement cette dimension qu'on appelle culturelle qui est là et qu'on ne peut pas séparer de la dimension linguistique. Une langue, ça n'est pas qu'un système linguistique. Ça n'est pas que ça, c'est loin de n'être que ça. Il y a beaucoup d'autres dimensions qui interviennent, qui font que quand on enseigne une langue, on est confronté forcément à des questions qui ne sont pas purement linguistiques. Mais soit on le perçoit, parfois on le perçoit moins, c'est-à-dire que c'est par exemple source de malentendu, source d'incompréhension. Et on met ça sur le compte de il n'a pas compris la règle du présent, du passé composé ou d'autres choses, ou d'autres choses sur lesquelles il faudrait que je revienne. Or, il y a derrière ça des questions qui ne sont pas d'ordre purement linguistique. Donc on ne peut plus. Ça, je vais commencer par là, continuer mon introduction. C'est depuis à peu près, on va situer à peu près dans les années 70, que, à peu près, hein, que globalement, c'est pas simplement en France, mais à peu près dans les années 70, se développe un courant sur la question de l'enseignement-apprentissage des langues qui intègre, qui commence à intégrer, parce que ça ne se fait pas comme ça d'un seul coup, qui commence à intégrer justement ces dimensions dites culturelles. Parce que je dis dites culturelles parce que vous verrez que là non plus, c'est pas aussi simple que ça, et que c'est plutôt flou. Donc, l'idée que apprendre une langue, ça n'est pas qu'apprendre la syntaxe, la morphologie, le lexique. C'est qu'il y a derrière des dimensions qui ne sont pas, je ne dis pas simplement culturelles, qui ne sont pas linguistiques. C'est ça que je vous expliquais. Des dimensions aussi qu'on appelle pragmatiques, c'est-à-dire dans l'interaction directe, l'effet que ça produit. Et donc, que choisir telle ou telle forme linguistique, ça n'est pas anodin. C'est jamais anodin. Je prends un exemple comme ça. Après, vous allez voir comment on va y arriver aux civilisations, culture, et puis on va revenir sur ce que je vous expliquais par là. Un exemple tout simple quand on apprend le français. Apprendre une langue, c'est évidemment destiné à celui qui l'apprend pour qu'il puisse interagir. Ça veut dire discuter, communiquer, échanger avec les gens dont c'est la langue première. Donc des gens qui apprennent le français l'apprennent pour pouvoir échanger, discuter avec les francophones. Je ne dis pas des Français, des francophones, de façon générale. Donc ça veut dire que l'objectif, c'est l'interaction. Or, dans une interaction, ça veut dire dans un échange, on s'adresse à quelqu'un. On dit, ok, ça, on n'apprend rien ici, c'est pas la peine que je vienne. Si, quand même, restez, vous allez voir. C'est que quand on s'adresse à quelqu'un, en français, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on commence par faire? Quel choix on doit faire? Le tutoiement, le vouvoiement. Exactement. Si vous vous adressez à quelqu'un, ce qui est le propre d'une langue, il faut, en français, choisir entre le tu et le vous. Et là, on n'a pas d'autre choix. C'est tu ou vous. Vous pouvez toujours gagner un peu de temps.
dire on, dire parce qu'on ne sait pas, mais ça ne dure pas longtemps. À un moment donné, il faut choisir. Or, le tu et le vous, vous avez les formes linguistiques pures et dures, c'est-à-dire les conjugaisons. D'accord? Je prends, je prenais, tu prenais, ok, bon d'accord, on sait conjuguer. Mais une fois qu'on a ça, est-ce qu'on sait si on dit tu prends ou vous prenez? On est d'accord. On sait comment ça se dit, on sait comment ça s'écrit. Bon, d'accord. Ça c'est une chose, ça c'est l'aspect linguistique. On peut faire autant de conjugaisons qu'on veut. Sauf que l'aspect pragmatique, c'est ce qu'on appelle l'aspect pragmatique, c'est que ce je, ce tu ou ce vous, à un moment donné, il faut faire le choix entre l'un ou l'autre. Et là, c'est une question pragmatique. Pourquoi? Parce que c'est le choix du tu ou du vous, c'est pas une question linguistique, c'est pas une question de correction linguistique, c'est une question socio-linguistique ou pragmatique. C'est-à-dire que si on fait le choix du tu ou du vous, c'est en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Voilà, ça vous le savez, vous êtes tous francophones, même si vous, oui ou pas. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas le français comme on premier, qui ne sont pas natifs? Vous êtes tous francophones. De quelle origine? Je suis iranienne. Non, je suis syrienne. D'accord. Donc, en français, il y a le choix entre... Enfin, le choix, oui. C'est pas le choix comme ça au hasard, c'est le choix en fonction de la personne qu'on a en face de soi. D'accord? On doit dire tu ou on doit dire vous. Mais on doit, en fonction de quoi? Mais en fonction de la position de la personne, de sa propre position par rapport à la personne. Donc ça fait intervenir des éléments qui sont d'ordre socio-linguistique et qui sont en vrac. L'âge, le sexe de la personne, son origine sociale, sa position dans l'interaction, le lieu, le moment, est-ce que c'est pendant une fête ou est-ce que c'est dans une interaction beaucoup plus formelle, etc., etc. Donc, tous ces éléments qui ne sont pas des éléments linguistiques, mais des éléments socio-linguistiques ou pragmatiques, ça, c'est exactement, c'est un exemple que je vous donne, mais il y en a beaucoup d'autres, ça relève justement de ce qu'on appelle le culturel. Et donc, derrière ça, il y a aussi d'autres éléments. Le culturel, c'est pas, ça renvoie à quoi? Est-ce que c'est la culture française? Est-ce que c'est la culture francophone? Est-ce que c'est... Voilà. Et là, on voit que ça commence un petit peu à se compliquer. Les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. On a, pour comparer, d'autres langues. Une langue qui est très proche du français, comme l'italien, ou qui vient du latin, qui est une langue cousine, pour ne pas dire une langue sœur. Et donc, en italien, il existe aussi le je et le tu et le vous. Cette différence. Sauf que, même s'il s'agit de deux langues très proches, où il y a deux formes linguistiques, pour tu et vous, l'emploi, l'usage, la pratique est très différente. En italien, on va tutoyer beaucoup plus facilement, beaucoup plus largement. En italien, on utilise la personne de politesse vraiment quand il s'agit de relations qui sont très formelles, très protocolaires. Ou en tout cas protocolaire, disons assez formel, ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, quelqu'un qui est visiblement plus âgé, mais le tu va s'employer très facilement dans les magasins, etc., etc. Donc vous voyez que même de langues proches, l'usage est très différent. Donc on ne peut pas, par exemple, pour vous expliquer ça, on ne peut pas superposer exactement. Ça veut dire qu'on se dit, en français, il y a un tu, il y a un vous, il y a un tu qui est, on appelle ça le vous, personne de politesse. Ça existe en italien, ça existe en espagnol, ça existe dans d'autres langues, donc on superpose. Mais on ne peut pas superposer. On ne peut pas. Parce que ce n'est pas les mêmes situations, ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes applications, etc., etc. Vous comprenez les... Donc rien que ça, un exemple, et on en fera beaucoup d'autres, un exemple où interviennent forcément des questions qui ne sont pas purement linguistiques. Donc derrière ça, il faut connaître, il faut savoir. Comment ça se passe? Comment ça se passe dans le pays d'origine? Comment ça se passe dans la langue d'origine? Etc., etc. Parce que les catégories ne sont pas superposables. On ne peut pas faire ça. Ok, vous comprenez? Et puis il y a beaucoup d'autres exemples. Au fur et à mesure, je vous en parlerai. Donc, ces questions, je revenais dans les années 70, cette question des éléments non linguistiques
qui interviennent dans l'enseignement-apprentissage a pris de plus en plus de place. Et à tel point qu'on parle, pour certains, par exemple, de didactologie. Alors le nom est un peu savant, didactologie des langues cultures. Il y en a qui le mettent avec un tiret, ça veut dire indissociable. Langue culture. Effectivement, quand on enseigne une langue, on enseigne derrière une histoire, ça on y reviendra. On évoquera éventuellement une civilisation, on la met entre guillemets, parce qu'on verra que c'est difficile à définir. Une culture, là aussi, on verra que c'est un petit peu plus difficile à définir. Mais en tout cas, quelque chose qui n'est pas de l'ordre du purement linguistique. Ok? Donc, un petit exemple, je reviendrai, j'illustrerai ça d'autres choses, qui doit d'abord, on va commencer par là, essayer de voir un petit peu de s'y retrouver dans tout ça. Donc, la première chose, et qui n'est pas la moindre, qui est compliquée à faire, c'est que si on a, on parle de la situation didactique par exemple, si on a en face de soi des gens qui viennent, on va dire d'ailleurs, c'est-à-dire qui ne sont pas, si vous enseignez le français en France, ou si vous enseignez le français à l'étranger, c'est différent, parce que là ils viennent tous de l'endroit, c'est vous qui venez d'ailleurs, et les gens sont sur place. Mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle forcément une différence d'appréciation, une différence de perception, une différence évidemment de langue. Donc ça veut dire qu'il faut impérativement, ou il ne faut pas, en tout cas impérativement, considérer les apprenants comme des réceptacles. Dire voilà, des réceptacles, on va leur donner le principe du fonctionnement de la langue, ça se dit comme ça en français, ça se dit comme ça se construit comme ça, etc. Là, on ne peut pas faire comme ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc il faut tenir compte des apprenants qu'on a en face de soi. Donc tenir compte d'eux, ça veut dire savoir d'où ils viennent, mais d'où ils viennent au sens large, d'un point de vue géographique, d'un point de vue linguistique. D'accord? Et donc derrière ça, il y a de multiples autres éléments qui entrent en ligne. On va essayer ici, si vous voulez, de les démêler, tout ça. Et de commencer tout à l'heure, bientôt, là, d'essayer de définir ce que c'est qu'un peuple, d'essayer, parce que c'est compliqué, justement, mais on va voir que c'est pas parce que c'est compliqué qu'on se dit, oh là, on n'y comprend plus rien, c'est justement en essayant de voir un peu la complexité qu'on verra les multiples éléments qu'il y a. Tout ça, on tiendra compte de tout ça. Et donc, éventuellement, les éléments qui pourront nous aider à comprendre ce qui ne va pas ou à faciliter l'apprentissage. Donc, essayez de comprendre d'abord ce que c'est peuple, civilisation, culture, nation, État, toutes ces choses qui sont difficiles. Pour simplement, si vous avez des apprenants en face de vous, la première chose, ici, quand j'ai demandé, je vais reprendre vos réponses, quand j'ai demandé s'il y avait des apprenants qui n'étaient pas francophones natifs, donc vous m'avez répondu. Qu'est-ce qu'elles m'ont répondu? Je me permets de revenir sur ce que vous avez dit, mais il n'y a rien de... Qu'est-ce qu'elles m'ont répondu toutes les deux? Vous n'avez pas écouté? Bah, c'est pas bien ça, c'est pas bien. Exactement. Qui est-ce qui a parlé? Exactement. Elles m'ont répondu en termes de nationalité. Elle a dit je suis iranienne et la dame m'a dit je suis syrienne. Ok? Bon, et alors? Elles auraient pu me répondre, je ne sais pas d'ailleurs, mais elles m'ont répondu par la nationalité. Donc on va voir que ça aussi, la question de l'origine dite culturelle, elle se limite très souvent à la question de la nationalité. Mais derrière la nationalité, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de différences. Et que si, là je me retrouve dans la situation didactique, elles me disent toutes les deux, l'une je suis iranienne et l'autre qui me dit je suis syrienne. Moi, la première chose du point de vue linguistique, qu'est-ce que je peux en déduire? Le reste on verra après. Après je l'aborderai, mais après je laisse... Qu'est-ce que j'en déduis moi? Que leur langue maternelle n'est pas française? Ouais. Et comment je peux en déduire ça? Je suppose qu'il y a très forte chance, c'est pas à 100%, mais effectivement, je fais la supposition que ni l'une ni l'autre n'ont le français comme langue première, ou en tout cas, non, comme langue première, on va s'en tenir là pour l'instant. Pourquoi?
Est-ce que vous avez fait les autres, cette déduction-là? C'est une question d'identité. Non. C'est pas une question d'identité, parce que la question d'identité, elle pollue un peu tout ça. On va mais non. C'est par rapport à votre question, c'est vous avez demandé qui n'était pas francophone natif, du coup forcément c'est un japonais. Ça oui, ça c'est vrai, j'ai pas pensé, mais tout à fait, mais c'est vrai, c'est tout à fait juste. Et comme j'ai posé la question, effectivement, j'induisais les réponses étaient forcément celles-là. Exactement, c'est vrai. Mais c'est pas ça que j'attendais. Mais c'est vrai. Et comment? Là c'est facile parce que j'ai demandé, j'ai posé cette question-là, donc ces réponses sont forcément pas natives. Mais, admettons que je n'ai pas posé la question comme ça. C'est dans l'ordre, c'est juste une fraction de seconde. Parce que dans leur pays d'origine, le français n'est pas langue officielle. Exactement. C'est plus ou moins ce que vous expliquez. J'en déduis, sachant, mais là il faut que je le sache. Il faut que je le sache, pas comme ça, parce que il faut que je l'ai appris, il faut que je le sache tout simplement, qu'en Iran ou en Syrie, le français n'est pas la langue officielle. La langue officielle. Parce qu'on va venir après, il y a la langue officielle, et puis après il y a toute une série d'autres catégories. J'introduis ici, vous comprenez, hein, pour l'instant, j'essaie de vous faire découvrir des trucs, après on va un peu systématiser. Je sais que ni en Iran, ni en Syrie, le français n'est langue officielle. Ça va toujours. Donc j'en déduis que ça pourrait être ça. Mais pour l'Iran, après vous m'arrêtez si je me trompe, mais pour l'Iran, je ne pense pas, l'Iran n'a pas de lien historique avec la France. Ouais. Elle a eu un peu, très vaguement, des liens diplomatiques, mais c'est pas parce que c'est loin, c'est juste parce que l'histoire a fait qu'il n'y a pas de lien. La langue majoritaire, je ne sais pas si elle est officielle, c'est le farsi, je crois, en Iran. Il y en a d'autres. Il y a d'autres langues, il y a le kurde qui est une langue proche. Comment? Il y a autre ethnie aussi. Voilà, voilà. On y reviendra peut-être si vous êtes iranien, on reviendra peut-être sur l'Iran. Mais je sais que le français n'a pas de place officielle, officieuse, historique en Iran. C'est comme ça. En revanche, la Syrie, si. La Syrie, la langue officielle est l'arabe. D'accord? Mais là aussi, on reviendra sur l'arabe parce que c'est pas aussi simple que ça. Si l'arabe est langue officielle en Syrie et dans, je crois, une vingtaine d'autres pays, la plupart du temps, dans ces pays où l'arabe est langue officielle, ce sont des dialectes qui sont parlés, et qui sont bien plus parlés que l'arabe standard. Donc ça aussi, on viendra dessus, parce qu'on verra que les situations, je vous montrerai aussi concrètement ce que ça veut dire. Donc, en Syrie, la langue officielle est l'arabe, mais la Syrie, elle, a un lien historique un peu différent de l'Iran. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Ça, c'est peut-être un point qui est un peu plus... Non? Après la Première Guerre mondiale, après la victoire de la France en 1918, les Français et les Arabes, surtout les Français et les Anglais, surtout les Anglais, vous connaissez Laurence d'Arabie, le célèbre... Vous connaissez Laurence d'Arabie ou pas? Le film? Non. Vaguement, bon. Laurence d'Arabie, c'est un personnage de film, mais c'est un personnage qui a vraiment existé. Ils avaient promis l'indépendance des pays arabes après la guerre mondiale, sous la réserve que les Arabes combattent les Ottomans, qui étaient les ennemis des Français, des Anglais, etc. Bon. Mais après la Première Guerre mondiale, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas donné l'indépendance aux pays arabes. Et que la Syrie, le Liban, a été ce qu'on appelle sous mandat français. Donc, ce n'était pas une colonie française, c'était un mandat. La France occupait la Syrie et dominait la Syrie. Donc, il y a un petit lien. Déjà, il n'a pas duré longtemps, ça a duré entre les deux guerres, c'est tout. Mais il y a quelque chose d'un peu plus présent. Il y a aussi la présence de la France, la présence linguistique de la France, un peu moins politique, mais la présence linguistique de la France au Liban, qui est juste à côté. Donc, si vous voulez, plus, sans compter la zone où l'arabe est langue officielle, ancienne colonie française, Algérie, Tunisie, Maroc, qui se situe un petit peu moins loin que l'Iran. Donc, si vous voulez, il y a déjà un lien qui est un petit peu différent de celui de l'Iran. D'accord? Mais j'en déduis pas que les Syriens sont francophiles, francophones. Il y en a quelques-uns, il y a eu des traces, si vous voulez, l'histoire a laissé quelques traces. Voilà.
Je crois même que sur les passeports syriens, c'est écrit en français, non? Je crois, il n'y a pas une partie. Bon. Donc, si vous voulez, sur ces questions-là, on voit bien que sur deux petits exemples comme ça, il y a déjà des questions qui sont, encore une fois, d'ordre historique, par exemple, ici. Et qu'on verra qu'à chaque fois, ces questions-là sont liées. Un lien qui est une évidence, celui-là, on le sait tous, c'est que si, par exemple, on a affaire à des migrants qui apprennent le français, là, on va avoir une situation où on aura constitué parfois majoritairement, pas toujours, ça dépend des années, ça dépend de tas de choses, mais il y a beaucoup de migrants qui viennent d'Algérie, Tunisie et Maroc. Pourquoi? Beaucoup plus d'Algérie, Tunisie, Maroc et pas de Libye ou d'ailleurs, tout simplement parce que l'Algérie, Tunisie, Maroc ont été sous domination française pendant des dizaines d'années. Et pour l'Algérie, même 130 ans. Donc là, il y a un lien. Et donc, quand on a des apprenants algériens, tunisiens, marocains, ils sont arabophones, en principe, mais ils parlent très souvent des dialectes chez eux, mais que le lien avec la France est radicalement différent de celui de la Syrie ou, à plus forte raison, de l'Irak ou de l'Égypte, par exemple. Vous comprenez? Parce que là, le français, il a une présence concrète. Il y a une histoire. Donc, ces apprenants qu'on pourrait considérer comme arabophones qui arrivent en France, très souvent, ils ont eu un contact avec le français, d'une façon ou d'une autre. Ils sont très rares ceux qui n'ont jamais eu aucun contact avec le français. Donc, dans une situation d'apprentissage, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas, comme si on disait, voilà, ils viennent d'Algérie, Tunisie, Maroc, quelles sont les langues officielles de ces trois pays? C'est la langue officielle et l'arabe, point. La langue officielle de la Syrie, c'est l'arabe, donc c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Les rapports avec la France sont différents, les rapports avec la langue sont différents. Ça va, vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que concrètement, des apprenants qui arrivent et qui viennent d'Algérie, Tunisie, Maroc, soit ont déjà quelques acquis, et c'est très variable, selon l'origine sociale, selon l'origine géographique, ont des rapports avec la France, même pas avec le français, qui sont soit qui datent où il y a une mémoire. Parfois, la mémoire elle peut être conflictuelle, comme avec l'Algérie, par exemple. C'est ambivalent. Mais il y a aussi des liens très concrets. C'est que, par exemple, dans les pays, les trois pays du Maghreb, et même jusqu'en Mauritanie, parce que la Mauritanie aussi a été sous domination française en partie, il y a une présence du français qui est officieuse. Alors le français, officiellement, n'a aucune place. Mais officieusement, il est le deuxième pays où il y a le plus de francophones dans le monde, c'est l'Algérie. Alors que le français n'a officiellement aucune place. L'Algérie ne fait même pas partie de l'Organisation internationale de la francophonie. Et pourtant, le français est présent. Mais vous voyez comment c'est ambivalent. On viendra sur ces questions-là. C'est juste pour... je développerai là-dessus, c'est juste pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, pour essayer de comprendre un petit peu les relations, il faut forcément passer par l'histoire, par les évolutions historiques, par les rapports géopolitiques aussi, parce que ça c'est très important. Les rapports géopolitiques, c'est l'équilibre à un moment donné des forces, c'est l'équilibre des langues, c'est l'équilibre des puissances, l'équilibre des diplomaties, etc. Donc, pour essayer de nous y retrouver dans tout ça, on va donc essayer de comprendre un petit peu. Je vais vous distribuer un texte là sur la première chose parce que c'est compliqué, il l'aborde de façon simple. Je vais vous distribuer un texte sur qui essaye de définir, en tout cas, et qui pose quelques jalons sur le peuple. Donc je vous laisse lire, ensuite, bon, on a l'habitude de travailler en SDL comme ça, avec ceux des SDL, je vous poserai quelques questions. Vous lisez ça déjà, et à partir de là, on va avoir un peu une introduction. Quoi? T'avais pas faim. Ouais. Ce matin, à 8h. À un moment donné, Ça c'est sent trop quoi sensible. Elle m'a dit t'as mis du pain. J'ai dit ce matin. Enfin, il était même 7h.
Ouais. Dites-moi un peu si vous êtes congé ou C'est un maestro. Vous m'avez jamais-
vous l'avez lu, essayez maintenant de regarder, après une première lecture, plusieurs choses. La première chose, je vous demande d'essayer de voir, de ressortir ce que lui, même s'il n'est pas tranché là-dessus, mais d'après lui, quels seraient les traits, les éléments qui font qu'on peut parler d'un peuple. Parce que toute la question est là. Est-ce que les peuples existent? Donc essayez de retrouver les éléments que lui énonce, qui dit, voilà, quels sont les traits qui pourraient constituer un peuple. Il y en a plusieurs. Il dit à ça, mais pas que. Donc même comme c'est pas seulement, on essaie de les retrouver. Ensuite, essayez de retrouver aussi, deuxième chose, il donne une définition du peuple. C'est une mini-définition, mais ça nous aide. Du peuple et de l'État. Parce que ça, c'est une notion aussi qu'il va falloir qu'on travaille. Notamment, la première chose ici, c'était la provenance, c'était l'État, la nationalité. Et pas l'origine linguistique, pas l'origine. Bon, c'est sûr que, même en posant ces questions-là, la réponse, c'était l'État. Quand j'ai demandé la réponse à la question, comme vous avez dit, oui, selon la façon dont vous avez posé la question, moi j'avais posé la question, qui n'est pas francophone natif? Et la réponse, ça a été en termes d'origine nationale, pas d'origine linguistique. On n'a pas répondu comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a, simplement, c'est pas, ça prouve rien d'autre que ce que vous m'avez répondu là, mais au-delà de ça, c'est très très important. La question de l'État, qui va, on y reviendra, mais qui va s'imposer à d'autres questions. D'accord? Donc essayez de retrouver là-dedans les éléments qui pourraient dire, voilà, on a affaire à un peuple. Ensuite, donc, oui, la question de l'État, la question du peuple.
C'est bon, vous avez lu? Alors, ici, il essaye de présenter, on vous pose la question. Vous avez compris qu'il a travaillé sur plusieurs atlas, qui sont des bons atlas d'ailleurs. Atlas des peuples d'Afrique, atlas des peuples d'Europe centrale, etc. Je veux dire qu'a priori, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un peuple, puisqu'il en propose des atlas. En fait, c'est des bons atlas. Sauf que lui, précisément en travaillant sur ces peuples, il conclut que c'est difficile à trouver. Très difficile à trouver. Et ça va être, vous allez voir, tout ce qu'on va voir en cours, c'est que tous ces contours, ce qu'il dit à un moment donné, la définition d'un peuple elle peut être facile, mais c'est les contours qui sont flous. Et c'est toujours aux contours que les problèmes se posent. Donc on va prendre, si vous voulez, ce que je voulais vous expliquer aussi sur le cours pour la suite, c'est qu'on va dans un premier temps, aujourd'hui, sans doute la prochaine fois, essayer de définir, ou de ne pas définir, parce qu'on va plutôt apporter des éléments, comme on va commencer par le faire ici, qui permettent de définir. Parce qu'on ne peut pas arriver à qu'est-ce que c'est qu'un peuple, on n'y arrivera pas, c'est pas possible. En tout cas, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à un peuple? Parce qu'on peut avoir plusieurs possibilités. Donc c'est des critères qui vont nous intéresser. On va essayer de définir la culture. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire aujourd'hui. Un peu la civilisation, une nation. Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Vous voyez, c'est tellement prégnant la question de la nation qu'on fait comme si c'est un État. On va essayer de définir tout ça. Une fois qu'on aura essayé d'avancer, bien sûr une langue aussi, ça c'est évident. Notamment pour ceux qui ne sont pas en SDN, parce qu'on se dit, une langue c'est quoi? C'est pas si facile que ça, à définir. Pas si facile que ça. Et donc une fois qu'on aura un peu travaillé sur toutes ces notions de base, après le reste du cours, on travaillera sur des
des cas précis, par exemple sur ces grandes langues, l'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol, l'histoire, les influences, etc. Et on retrouvera tout ça, parce qu'à chaque fois, tout ça s'entremêle. Mais il faut qu'au départ, au moins, on soit à peu près d'accord, on voit à peu près de quoi il est question. Ok? Donc, pour revenir sur cet texte, pour ça que je commence par celui-là, parce qu'il lance des choses, il a à peu près, lui, il a beaucoup travaillé là-dessus, et on voit bien qu'il en arrive à une conclusion qui n'est pas forcément, qui n'est pas définitive, forcément pas définitive. Donc, quels sont, d'après ce qu'il nous dit là, mais c'est qu'une interview, c'est que 2 pages, c'est rien du tout, hein, il faudrait le lire beaucoup plus, mais dans ce qui ressort ici, quels sont les éléments qui font qu'on peut parler d'un peuple? La langue et l'histoire, déjà. Ouais, c'est quand même les 2 traits essentiels. Pas que ça, mais justement aussi l'histoire, mais les 2 traits essentiels quand même. On va voir que même là, il dit, mais oui, mais on va voir quelques exemples. Hein. Il y a ça, mais on voit bien que ça ne suffit pas encore. Donc ce qui va caractériser un peuple, c'est quand même les éléments qui sont quand même des éléments forts, des éléments qui sont à la fois forts objectivement, ça veut dire que quand on regarde l'histoire d'un point de vue objectif, on se dit oui, effectivement, c'est ça qui fait le peuple, mais pas que. Et mais c'est aussi les éléments, c'est des éléments dans la façon dont les peuples concernés se perçoivent. Vous voyez la différence? Il y a la façon dont on peut les caractériser, objectivement, d'un point de vue du démographe, du point de vue du linguiste, du point de vue du politologue, du point de vue de l'historien, de plein de choses. Ça, c'est la démarche qui est scientifique. C'est-à-dire une démarche qui n'est pas impliquée, qui n'est pas militante, qui n'est pas... Bon, on essaye de définir, on essaye de voir, c'est ce qu'on fait ici, de voir de façon distanciée. Ok? Mais sur ces questions-là, c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il faut avoir une vision distanciée. La façon dont les gens se perçoivent sur tous les endroits de la Terre, on parlera de 1000 exemples et j'essaierai de prendre les plus d'actualité pour que vous compreniez ce qui se passe. C'est la façon dont les gens se perçoivent, c'est différent. C'est pas parce qu'on dit toi, tu es de telle nationalité, ou toi, je te considère comme étant de tel groupe culturel ou tel groupe ethnique, que les gens se perçoivent comme ça. Ça, c'est très différent. Et que sur place, on peut se percevoir encore de façon différente. Donc c'est ça qui est compliqué. Mais c'est ça aussi qui pose un vrai problème. Donc ça repose un petit peu la question centrale, mais qui est tellement galvaudée, la question de l'identité. Mais elle a de multiples implications. Donc parmi ces éléments, il y a quand même un élément, et c'est pour ça qu'on travaille ici en sciences du langage là-dessus, et qu'on parle de là-dessus, il y a la question de la langue. Après, on va revenir sur le reste, hein, sur ce qu'il explique, l'histoire, oui, ce qu'il appelle le récit, oui, tout à fait, c'est aussi ça. Mais la question de la langue, elle est centrale, parce que ce qui va concrètement différencier 2 groupes de plus ou moins grande importance, c'est la langue qui parle. Donc c'est vraiment un critère subjectif, c'est-à-dire du point de vue des gens qui essayent de s'auto-définir, et du point de vue objectif, la façon dont les autres les définissent. Pour revenir sur la façon, donc je pars du texte, je vous explique un certain nombre de choses, puis je reviendrai au texte. Hein. C'est un prétexte pour essayer d'expliquer un certain nombre de choses. Cette question de la définition parle d'autodéfinition, d'hétérodéfinition. L'autodéfinition, c'est la façon dont les gens concernés se perçoivent, se nomment, se considèrent, se représentent, etc. Et notamment, sur cette question de l'autodéfinition, il y a, pardon, sur l'autre aussi, la question de ce qu'on appelle l'ethnonyme. L'ethnonyme, c'est basé sur... c'est le nom du groupe. C'est pas que le nom de l'ethnie, mais le nom du groupe. Je vous apporterai. L'ethnonyme, c'est la façon dont le groupe se nomme, ou la façon dont on nomme le groupe. Là, il cite un certain nombre il utilise des noms, mais si on parle par exemple
je sais pas moi, en Afrique, les Bambara. Bambara, c'est un groupe linguistique. Mais les Bambara ou d'autres, les Peuls ailleurs, ou, je ne sais pas si vous avez entendu, parce que là l'actualité est moins récente, mais elle ressurgit régulièrement, ce qui s'est passé au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus. Ça vous dit quelque chose ça? Rien du tout. Et rien de rien ou vaguement? Bon. À qui ça dit rien du tout? Les bandes, hein, c'est juste que comme ça je date ceux à qui ça dit vaguement quelque chose. Ok. Et ceux qui en ont entendu parler, qui savent ce que c'est? Non, c'est pour adapter, c'est pas pour juger de votre niveau de connaissance, vous êtes là pour apprendre, hein, justement. Sinon ça ne vaudrait pas le coup. Donc, je vous reparlerai des Tutsis et des Hutus justement sur la question de l'ethnonyme, la façon dont on se perçoit, parce que ça a provoqué, mais pas que là, mais ça a provoqué des massacres terribles. Et, voilà. Donc c'est aussi l'actualité. Bon. Donc, deux choses, deux points de vue, pour définir un peuple, un groupe, quelle que soit la façon dont on l'appelle. Il y a la question de l'autodéfinition et la question de l'hétérodéfinition. L'hétérodéfinition, c'est la façon dont les autres vous nomment. Ils vous donnent un nom. Les Hutus et les Tutsis, c'était le cas. Et ce travail d'hétérodéfinition, notamment en Afrique, mais pas qu'en Afrique, ailleurs aussi, il a été mené notamment par des anthropologues à partir du 19e, 20e siècle. Les anthropologues vont en Afrique à la suite de la colonisation, et puis étudient les peuples qu'ils rencontrent, et puis dans ces peuples qu'ils rencontrent, eh ben, ils ont leur propre vision. Donc ils essayent d'avoir une définition savante, ils essayent d'avoir une définition distanciée, mais en fait ils jugent aussi d'après leurs propres critères. Donc ils donnent des noms aux gens qu'ils rencontrent. Et comment? Quand ils vont en Afrique, voilà, ils vont rencontrer une multitude de gens. Et ils vont découvrir une multitude de langues. En Afrique, c'est à peu près 1500 langues. Donc quand ils arrivent sur place pour essayer de démêler tout ça et faire des catégories, eh ben, ils vont donner des noms. Et ils donnent des noms au peuple, au groupe, parce que ça s'appelle des groupes, en fonction de la langue qu'ils parlent. C'est d'abord comme ça qu'ils vont les définir. Et c'est très souvent comme ça que, notamment par exemple Sellier, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il est obligé de faire. Il propose des cartes, des cartes en couleur, avec plein de choses dessus. Et on parlait de l'Iran par exemple, on regarde la carte de l'Iran, et puis voilà. Et donc on définit ce que vous avez aussi appelé des ethnies, en fonction de quoi? En fonction essentiellement de la langue qu'ils parlent. D'accord? Donc on les définit comme ça. C'est comme si une carte de France, voilà, on définissait, plus maintenant, parce que c'est plus tout à fait le cas, mais une carte de France d'il y a une centaine d'années, on aurait fait quoi? On aurait fait la carte des ethnies et on aurait fait une carte de France avec les Bretons, les Basques, les Alsaciens. Et comment on définit un Breton, un Basque ou un Alsacien? Ben, c'est parce qu'ils parlent Breton, Basque ou Alsacien. Ça va, vous comprenez? Parce que ça, c'est une réalité tangible, la langue. C'est ça qui marque la différence. Si vous entendez quelqu'un parler une autre langue que la vôtre, la différence, elle est marquée tout de suite. Déjà parce que si vous ne parlez pas sa langue, qu'il ne parle pas votre langue, il n'y a déjà pas possibilité, en tout cas dans un premier temps, de communication. Donc la différence, elle est marquée. C'est une frontière tangible. Okay? Mais on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme autre critère? Il dit l'histoire. Donc, sur les critères de langue, de tout ce qu'il évoque, je reviendrai sur tout ça. Deuxième critère très important pour lui, c'est l'histoire. Et ce qu'il appelle quoi? Il dit qu'il faut qu'ils aient quoi? Il faut qu'un groupe de gens ait quoi en commun pour faire peuple, pour commencer à faire peuple. Un imaginaire. Oui, ça c'est le titre, mais dans le titre, ouais, un récit commun. Quand il dit imaginaire, oui, ça c'est le titre qu'ils ont repris. Lui dit un récit commun. Et le récit commun, c'est le récit de quoi? Ce qui a fondé oui, et pas seulement ce qui a fondé, c'est vrai, et le récit. C'est l'origine. Un récit commun. L'origine, oui, d'accord, mais après. Voilà, l'histoire. Le récit commun, c'est l'origine commune et l'histoire commune. C'est pas que le récit d'origine.
Ça ne s'arrête pas là. C'est fondamental, mais ça ne s'arrête pas là. Donc, très souvent, et là on le retrouve aux quatre coins du monde, dans toutes les... Et là, ça transpose quelque chose qu'on n'a pas... C'est difficile de vous parler de quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais ça transpose toutes les nations, parce que ça, j'essaie de le définir, les nations, les peuples, les ethnies, ou tout ce qu'on veut, qui se considèrent justement comme étant des peuples, des nations, des ethnies, ça veut dire un groupe qui dit, voilà, c'est nous. Le c'est nous par rapport à c'est eux. Et que ce nous, il se construit en grande partie par rapport à une origine commune et une histoire commune. On vient tous du même ancêtre, et très souvent dans les mythologies, c'est ça. Les peuples d'Afrique, d'Amérique centrale se définissent, s'auto-définissent par le fait qu'ils proviennent ou qui descendent du même ancêtre. Et très souvent, c'est mythologique, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas le savoir. Ils reconstruisent. Vous comprenez? Ils reconstruisent l'histoire. C'est un ancêtre mythique. Parce que quand il s'agit d'aller voir un peu plus près, les archéologues, les historiens qui travaillent se disent non, c'est complètement mythique. Quel exemple ici qui est une origine mythique, qui est archi connue, qui a fondé même presque toute la civilisation européenne? C'est quoi? On en parle ici. Romulus et Rémus. Rémus et Romulus. Vous connaissez ces deux-là? Bon, voilà, il y en a qui font le geste, bah oui, c'est sûr qu'on les connaît. Donc ce geste, oui, bah oui, ça c'est sûr qu'on les connaît, ça veut dire qu'on vous a parlé de Rémus et Romulus. Bah, mes fils, ils sont au collège, il y a Rémus et Romulus. Mais, ce qui a la différence, maintenant, c'est qu'il y a l'origine mythologique, Rémus et Romulus, et on leur parle tout de suite de mais qu'est-ce que dit l'archéologie? Et ça, c'est tant mieux. Parce que l'origine mythologique, est-ce que les Romains croyaient à Rémus et Romulus? T'es pas fou, les Romains? Contrairement à ce que dit Astérix Obélix, c'était pas fou du tout, les Romains. C'était très pragmatique, très terre à terre. Et évidemment, Rémus et Romulus, ils y ont cru qu'à moitié, voire pas du tout. Mais c'est nécessaire pour construire le peuple romain. Vous comprenez ça? Donc les origines mythiques, ils y croient, ils n'y croient pas, sans trop y croire, peu importe. C'est celui qui descend de Rémus et Romulus. La réalité, c'est plus compliqué que ça. La réalité, enfin, elle est plus compliquée, elle est plus simple. Les Romains, c'est un peuple de pêcheurs et d'agriculteurs qui vivaient sur ce qui est devenu Rome, et puis progressivement, ils ont conquis ce qui se trouve autour, et puis ils sont constitués en cité. Mais c'est surtout ce qui a fait le peuple de Rome. Vous connaissez parce que ça, on y reviendra aussi, la devise de Rome? Moi, le sigle. Ça aussi, même si vous avez lu Astérix Obélix, c'est écrit sur les enseignes des Romains. Oui, c'est ça. Senatus populus Romanus, ça veut dire le Sénat et le peuple de Rome. Donc, ce qui constitue le peuple romain, c'est le Sénat, ça veut dire représentant du peuple. C'est-à-dire que le Sénat, c'est le peuple de Rome représente la romanité. C'est une définition politique. D'accord? C'est une définition politique. Le SPQR, c'est ça. Donc les Romains se construisent aussi d'un point de vue politique. Ce qui faisait toute la différence, c'était d'avoir ou non la citoyenneté romaine. Quelle que soit la couleur, la religion, peu importe. On avait ou on n'avait pas la citoyenneté romaine. C'est un petit peu comme la France aujourd'hui, qui se définit non pas par rapport à une ethnie, mais par rapport à une citoyenneté. On reviendra aussi là-dessus. Donc, un peuple peut se définir, s'auto-définir ou être hétéro-défini par une langue, mais on va voir aussi que c'est pas aussi simple que ça. Il s'auto ou s'hétéro-définit, plutôt il s'auto-définit par une histoire, un récit commun. Donc ça, c'est les questions mythologiques. Et on va voir, lui, il parle de quoi pour les Français? C'est qui l'ancêtre Voilà. Alors, Vercingétorix, est-ce que c'est un ancêtre mythique ou mythologique? Là, souvenir à vos...
Oui. Pas quand même, oui, tout court. Vercingétorix, il a vraiment existé. Les Gaulois ont vraiment existé. La bataille de Gergovie, d'Alésia ont vraiment existé. Ça, c'est attesté. Et pas simplement par l'histoire ou les récits, c'est par l'archéologie. Ça, c'est une certitude. Donc Vercingétorix, il a vraiment existé. Donc c'est pas tout à fait un ancêtre mythique. Et pourquoi les Français ont choisi Vercingétorix? On dit en plus il a perdu. On se dit c'est quand même des sacrés losers. Mais il n'y a pas que les Français, la plupart du temps, les ancêtres mythiques de beaucoup de peuples ont perdu, très souvent. Parce que c'est un truc qui catalyse, qui va permettre justement de trouver des ressources pour exister, quand bien même on a perdu. Ça, c'est très fréquent dans l'histoire des peuples. Donc, cette origine, on viendra aussi sur la France, cette origine qui peut être mythique, mythologique, ou à moitié, ou pas du tout, c'est fondateur, parce qu'après c'est l'histoire. Donc tous ceux qui descendent de cet ancêtre, tous ceux qui descendent de cette bataille ou autre chose, ont donc une histoire en commun. Et cette histoire, elle est aussi, parfois, elle passe par les mythes, la tradition orale. Là, c'est évidemment, il y a très souvent peu de rapport avec la réalité, quoi qu'il y en ait quand même. Mais il y a aussi des constructions de l'histoire qui sont des constructions récentes. Par exemple, Vercingétorix, justement, pour la France. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on... Vercingétorix, il a vraiment existé. D'accord? Il y avait des historiens, ou même si l'histoire n'était pas encore une discipline vraiment scientifique, mais on connaissait l'existence de Vercingétorix. Mais pendant très longtemps, Vercingétorix, c'était justement un perdant. Et que les vainqueurs étant les Romains, c'est eux qui ont construit la France. Ce qui n'est pas faux, parce que c'est toutes les bases. Mais Vercingétorix, il n'était pas très connu, comme Jeanne d'Arc. Hein. Qui ne connaît pas Jeanne d'Arc? Qui ne connaît pas Vercingétorix aujourd'hui? Il n'y en a pas beaucoup. Au moins qui n'ont pas entendu, les Français, je veux dire. Mais c'est pas vieux. C'est à quelle époque, vous savez ça? Ben, c'est au 19e siècle, pas plus vieux que ça. Hein. Au 19e siècle, la France existe depuis bien longtemps, mais elle est en train de se construire comme nation. Ça aussi, on reviendra dessus. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi, une nation? Elle existe comme État. La monarchie française, c'est elle a 1000 ans. Enfin, moins. La France, elle a à peu près, avec sa monarchie, à peu près 1 millier d'années. Donc la France ne se construit pas au 19e siècle, mais elle se construit comme nation. Donc ce qui faisait, par exemple, l'histoire, et c'est pour ça que c'est important ce qu'il dit, c'est lié. Là encore, j'introduis, on prendra plein d'autres exemples et on retrouvera toutes les choses. Je jette les bases là. L'histoire de la France, qu'est-ce qui fait le fil conducteur de l'histoire de la France jusqu'au 19e siècle? Recherchez dans vos souvenirs d'école, il n'y a même pas les besoins d'aller farfouiller loin ou très fond de votre cerveau dans les souvenirs d'école, c'est de réfléchir en tant que citoyen que... Qu'est-ce qui fait... Comme ça, vous là, vous êtes très majoritairement français. C'était la religion? Pas vraiment, parce que la religion, ça peut faire... J'ai vu... La religion, je vous dis de lui répondre. La religion, elle a fait, sans doute en France, l'effet inverse. C'est-à-dire qui s'est produit pour la religion, c'est important, parce qu'on vient de ça aussi, on reviendra sur la question, c'est juste après la question-là. La religion, elle a fait l'effet inverse, parce que qu'est-ce qui a fait que la religion a été contre-productive et contre-identitaire en France? Là aussi, dans vos souvenirs, essayez de... Un truc marquant, je vais vous le dire tout de suite, vous allez dire, oh bah oui, parce qu'il y a eu... une mémoire collective qui a continué, une mémoire populaire, orale et écrite, et aujourd'hui des films et des émissions. Non, les croisades, c'est les juifs. Non, la Saint-Barthélemy. Ben oui, vous avez entendu parler de la Saint-Barthélemy. Ne me dites pas non, parce que là je pleure et je sors. La Saint-Barthélemy, vous avez déjà vaguement entendu parler de ça, au moins. C'est la Saint-Barthélemy, c'est les guerres de plus largement, c'est les guerres. La Saint-Barthélemy, c'est vraiment le massacre ignoble. Mais la Saint-Barthélemy, ça fait partie des guerres de religion en France entre catholiques et protestants. Et les guerres de religion en France ont duré
sais pas, à peu près un peu moins d'un siècle, d'une façon ou d'une autre, mais ça a été sanglant. Sanglant. Non, non, protestants et catholiques. C'est arrêté en France avec Henri IV, et puis Louis XIV en a remis une petite couche, encore, mais ça a été sanglant. Et puis ça a repris en Europe, entre donc les guerres de religion en France, c'est le XVIe siècle, pour vous situer. Tout à l'heure, si j'insiste là-dessus, c'est parce que ce qui vaut pour la France ne vaudra pas pour d'autres éventuellement. Ça a repris en Europe entre la guerre de 30 ans, ça je pense que vous n'avez pas entendu, mais ça a duré, comme son nom l'indique, entre 1618 et 1648, encore une fois sur des bases religieuses. Ça a été un massacre général. Il y a eu y compris en Lorraine, il y a eu jusqu'à un tiers de la population qui a été donc, entre catholiques, protestants, etc., mais sur des bases religieuses. Donc sur ces bases-là, et surtout en France, la question religieuse a été largement mise de côté. On a dit stop avec ça. En gros, je résume. Hein. Donc la question religieuse, et surtout après la Révolution qui a été très anticléricale, très athée, elle a marqué une déchristianisation. Donc la France, même dans son histoire, elle se réfère beaucoup moins. Ce que vous disiez, quand vous aviez levé la main, oui. Non, je veux de la monarchie. Et bien c'est ça. Ce qui a effectivement été le fil conducteur, de l'histoire de la France, c'est sa monarchie, parce que c'est une monarchie, c'est une dynastie. Et le fait que ce soit dynastique, ça veut être que c'est toujours le fils ou le plus grand-fils ou le cousin, mais en tout cas, il y a une continuité. Donc, c'est pas un mythe, ça c'est une réalité historique. Mais ce qui a fait jusqu'au dernier roi de France, à partir de 987, c'est Hugues Capet. Et Hugues Capet, à partir de 987, tous les autres rois sont, pas directement, mais indirectement, issus de cette lignée. Donc il y a une continuité. Vous comprenez? Donc ça fait une histoire commune. Plus l'État français, qui existe depuis très longtemps, plus les frontières, plus la langue qui viendra. Donc l'histoire, ici, ça c'est une histoire qui existe en France, c'est pour ça que c'est un État qui existe depuis longtemps, parce qu'il s'est constitué depuis longtemps. Mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres, on reviendra après, où beaucoup d'autres États qui, eux, se sont construits beaucoup plus tardivement. On reviendra sur les questions sur les pays d'Europe centrale. La Roumanie, la Bulgarie, la République tchèque d'aujourd'hui, la Slovaquie, je ne parle même pas de l'ex-Yougoslavie, cela c'est encore plus compliqué. Tous ces pays se sont construits, la première fois qu'ils ont eu une nation, c'était au XIXe siècle. Donc il a fallu pour se construire qu'ils reconstruisent un passé. Je vous reparlerai quand je vous dis qu'on abordera des cas particuliers. Un cas qui est tout frais, je ne sais pas, ça date vraiment de une semaine ou deux. Un État qui vient de se constituer, qui vient enfin de choisir son nom. Son nom. Vous n'avez pas entendu ça? Vous avez l'obligation à partir d'aujourd'hui d'écouter France Info 10 heures par jour. Et je teste à la fin. C'est pour ça que je vous dis, je vous parle de trucs antédiluviens, Mathusalem, mais c'est pour mieux vous parler de l'actualité. Je vous en parlerai constamment, donc ça vous aide. Un pays d'Europe centrale, c'est un quiz. Un pays d'Europe centrale qui a trouvé enfin son nom, et j'en parlerai de ce pays-là parce que c'est aussi très éclairant. La Macédoine, qui s'appelle officiellement Macédoine du Nord. C'est tout frais là. Je dis un pays en Europe qui, est-ce qu'il existe depuis qu'il a son nom? Ben, pratiquement. Je vous en reparlerai de la Macédoine, parce que du point de vue linguistique, politique, historique, c'est un vrai. D'ailleurs, Macédoine, c'est ce que c'est une Macédoine de légumes? Et pourquoi ça s'appelle la Macédoine de légumes? C'est ce que c'est une Macédoine de légumes? C'est un mélange de plein de légumes. Ben, c'est en référence à la Macédoine. Parce que c'est un mélange de plein de peuples et de plein de noms. Et ça s'appelait pas Macédoine Pareil. au début. Pareil. C'était pas l'Empire de Macédoine? Non. L'Empire c'est l'Empire d'Alexandre le Grand. Parce que Alexandre le Grand, il était macédonien. Donc il avait le royaume de Macédoine, et les Grecs, ils sont grecs, et de là il a conquis jusqu'en Inde.
C'était pas empire. Ça ne descend pas d'un groupe qui s'appelle la Yougoslavie. Oui, mais j'en parle, oui, c'était la Yougoslavie, mais c'est très très compliqué. Mais la Macédoine, mais j'en parlais de la Macédoine. Donc la Macédoine, à la différence de la France, c'est pour ça que je vous parle d'eux, parce que ça fait quelques jours, je ne sais pas si c'est pas la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et pourquoi ils ont trouvé leur nom maintenant, je vous l'expliquerai plus tard, parce que je ne veux pas trop m'éparpiller, déjà je me disperse là. Mais c'est le résultat d'une histoire. Donc les Macédoniens, qui essayent d'exister comme nation, qui essayent d'exister comme peuple, c'est bien compliqué, et on verra pourquoi, eh ben, on n'a toujours pas trouvé de nom. Donc ils viennent de trouver leur nom, ça s'appelle Macédoine du Nord. Et pourquoi Macédoine du Nord? Je vous le dirai plus tard. Et donc eux essayent de construire péniblement leur nation, et qu'est-ce qu'ils cherchent comme grand ancêtre commun? Alexandre, le Grand. Parce que c'est le premier Macédonien connu, alors celui-là il est super connu. Donc on se réfère, donc ils reconstruisent, ils essayent de construire, parce que ce qui va faire le ciment de tout ça, c'est ce que dit le Cellier, là-dessus il a raison, quand il parle de récit commun, c'est l'histoire. Donc l'histoire, on la raconte. Il y a l'histoire objective qu'on peut décrire, ça c'est l'historien, et il y a l'histoire qu'on raconte, ou qu'on reconstruit, qu'on remodèle un petit peu à sa façon. Ok? Donc vous allez voir que dans plein de cas, c'est quand même un sacré bricolage. Il y en a qui ont fait un sacré bricolage dans l'histoire pour s'arranger. Il y en a d'autres beaucoup moins, mais c'est toujours compliqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre maintenant? Donc on a dit les langues, tout ça. J'introduis avec ça. On viendra sur toutes ces questions-là. Les langues, évidemment, parce que ça va être le cœur de notre affaire. L'histoire, ça c'est central. On ne peut rien comprendre si on ne comprend pas l'histoire. Toutes les histoires à chaque fois. Et le peuple, du coup? Ben non, le peuple, c'est ça qui définit le peuple. C'est justement ça qui définit le peuple. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait définir un peuple et constituer La tradition religieuse. Voilà, la religion. Ça, c'est un aspect important. On dit, voilà, est-ce qu'on définit un peuple par sa religion? On dit, est-ce qu'on définit les Français par le fait qu'ils soient catholiques, majoritairement? Ben non, on ne peut pas. On ne peut plus. Si on avait pu le définir avant la Révolution, peut-être. Et encore, c'était même pas sûr. Parce que c'était majoritairement catholique, que le pays, la France, comme d'autres pays européens, était très imprégné, très contrôlé aussi par l'Église, sauf que les Français, justement, c'est ça la rupture de la Révolution, c'est qu'ils ont vite fait le rapport. Le rapport, ils le faisaient tous, c'est que l'Église, pour eux, ça pouvait être des croyances, des superstitions, etc., mais c'était aussi le clergé qui prélevait la dîme, qui prélevait les impôts, etc., qui s'enrichissait, voilà, c'est ça qu'ils voyaient aussi. Donc la France s'est très tôt déchristianisée. Donc ça a joué un rôle, bien sûr, dans la construction de la France, ça c'est clair. Mais depuis la Révolution, la France ne se définit plus, et elle ne veut plus se définir. Et pourquoi? La France, elle a justement la particularité de ne plus se définir par la religion. Ça s'appelle comment? La laïcité, voilà. Le principe de la laïcité, c'est exactement ça. C'est que la France ne se définit pas, ne veut pas se définir par sa religion. Le préambule, le premier article de la Constitution française, c'est que la France est une république laïque, démocratique et sociale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de religion d'État. Toutes les religions peuvent s'exercer, toutes les religions ont le droit de citer, mais il n'y a pas de religion d'État. Ça veut dire que c'est ça l'idée, chacun est libre de pratiquer, mais l'espace public, donc tout ce qui concerne l'espace public, est hors religion. Ça veut dire hors emprise de la religion. Ça veut dire que la loi de la France prévaut évidemment sur toutes les considérations religieuses. Ça n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays, notamment l'Iran par exemple. Vous étiez, c'est exactement l'inverse. Ou même dans une certaine mesure, les parties là, on en reparlera, l'Algérie. L'Algérie c'est moins fort que l'Iran, mais dans la constitution algérienne, il est dit que l'islam est la religion majoritaire et de l'État.
Donc ça veut dire que ça implique qu'il y a un certain nombre de principes religieux de la loi, des lois religieuses qui sont applicables. En France, c'est évidemment pas du tout le cas. C'est la loi de la République, c'est-à-dire une loi civile qui serait... Ça va, vous comprenez? Donc en France, c'est le contre-exemple où justement la France, et notamment la République française, se définit pas contre les religions, mais en dehors des religions. Mais ça peut se définir par ailleurs et ailleurs. Ça veut dire qu'un peuple peut se définir aussi majoritairement, explicitement ou pas, par son appartenance religieuse. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme élément? Et ça, sur les religions, ça aussi, hein, j'introduis, j'en parle un petit peu, mais j'en reviendrai largement après. Par exemple, tiens, sur les religions, je donne un exemple comme ça, justement sur le fait que ce soit lié, que ce soit compliqué entre le lien entre territoire, langue et religion. Vous connaissez la Belgique. Vos amis belges, on a battu en demi-finale de Coupe du Monde. Ça fait plaisir comme ça, parce qu'ils avaient un peu la grosse tête avant. Et donc, la Belgique, vous savez aussi, la situation, je ne sais pas par contre si on y reviendra, peut-être, on verra sur la Belgique, parce que c'est proche. Vous connaissez la situation politique, linguistique de la Belgique? Oui. La Belgique, elle a 3 langues officielles, le français, le flamand et l'allemand. Il y a une toute petite minorité allemande qui est englobée dans la communauté française, et les 2 langues principales, c'est le français et le flamand. Donc le français et le flamand, c'est les Wallons qui parlent français, c'est leur région, mais ils utilisent le français standard. De l'autre côté, le flamand, la langue flamande qui est utilisée en Belgique, c'est une langue qui ressemble, voire pratiquement la même que quelle autre. Le flamand, en Belgique, le flamand parlé en Belgique, c'est une langue qui est quasiment la même que quelle autre. Ouais. Comme néerlandais, on peut même parler de néerlandais, sachant que eux, ils ont aussi des dialectes, mais voilà. Le flamand, c'est du néerlandais, on va faire court. Il y a tellement peu de différence que... Le flamand, c'est du néerlandais. Vous savez aussi que la situation de la Belgique, ça aussi, comme vous écoutez France Info tout le temps, là on en parle régulièrement. En ce moment, encore que le Premier ministre, là, il n'y a pas longtemps, il a démissionné. Alors, ils m'ont dit tu restes là jusqu'aux prochaines élections, jusqu'au mois de juin. Mais ce qui se passe en Belgique, c'est qu'il y a des gens, des mouvements indépendantistes flamands qui veulent se séparer de la Belgique, qui veulent sortir de la Belgique. D'accord? Ça, vous savez ça. Ouais, ça va. Donc, les Flamands de Belgique ne veulent plus rester avec les francophones de Belgique. Bon. Donc, il y a un mouvement, pas tous, mais il y a un mouvement très puissant, il est pour l'instant pas majoritaire, encore que en Flandre aussi, mais pas assez puissant pour... Mais ils veulent se séparer de la Belgique, ils veulent leur indépendance. D'accord? Donc, ces Flamands belges qui veulent sortir de la Belgique, leur but, c'est de créer une Flandre indépendante. D'accord? Mais on se dit, il y a les Pays-Bas. Pourquoi jamais les Flamands ne veulent rejoindre les Pays-Bas, qui sont néerlandophones comme eux? Et pourquoi ils ne le veulent pas, et pourquoi ils ne le voudront jamais ni avant? Parce qu'ils sont néerlandophones, c'est la même région, vous savez, le plat pays, effectivement, c'est près du Pays-Bas, ça veut dire ça, ça veut dire près au niveau de la mer. Ils ont tout en commun, y compris l'histoire, sauf une chose, la religion. Et que ça a même été assez semblant. Donc, entre les néerlandophones, en gros, les Pays-Bas d'aujourd'hui, ce qu'on appelle la Hollande, et la Hollande, en fait, c'est une région des Pays-Bas. Les Pays-Bas d'aujourd'hui sont protestants, et la Flandre d'aujourd'hui, donc la partie flamande de la Belgique, sont catholiques. Et comme il y a eu des guerres très importantes, même s'ils parlent la même langue, même s'ils ont la même histoire, c'est clair qu'entre eux, il ne pourra pas avoir d'union un jour. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas précis, qui n'est pas très loin, la religion joue un rôle important.
Ça dépend des pays, ça dépend des zones. Alors qu'en France, c'est exactement l'inverse. C'est qu'on dénie, si vous voulez, ce rôle de la région. On dit non, ça ne doit pas jouer. Ce qui compte, c'est ce qui est fondateur en France, c'est la Révolution française. Ça va, je ne vous ai pas perdu là? Quel autre aspect? D'après Séguier, il dit des choses, hein, mais c'est justement ce que je vous expliquais, c'est que ce texte-là, il évoque plein de choses. Je suis lui à travailler sur tous les peuples. Il évoque des choses sur lesquelles on va revenir largement. C'est un texte introducteur. Quels autres éléments peuvent contribuer ou contribuent moins? Vous voyez, c'est contradictoire, hein. Des fois ça joue, des fois ça joue pas. Dans certains pays... Dans certains cas, ça peut être les frontières géographiques. Oui, si, ça peut jouer. Les frontières géographiques. Alors qu'est-ce qui peut... Effectivement, ça joue. Et là aussi, des fois ça joue, des fois ça joue pas, des fois ça joue beaucoup. Donc les frontières géographiques, ça veut dire les peuples, ou ce qu'on pourrait appeler un peuple, qui vit dans certaines limites géographiques. C'est quoi les frontières géographiques? On va essayer de trouver des exemples. Ceux qui arrivent à s'auto-définir super facilement, justement parce que les frontières géographiques sont évidentes. C'est qui? Sur des îles. Ah oui, bien sûr. Ceux qui vivent sur des îles. Là, la frontière, elle est claire. Quoique ce ne soit pas exactement toujours le cas, mais... Et c'est qui, par exemple, qui s'auto-définit et qui essaye de... Japon, par exemple. Ah ouais, c'est vrai, je ne pensais pas à ça, mais oui, tout à fait. Sur le Japon, on reviendra. Quand je vous dis on étudiera des cas, là pour l'instant je lance encore la semaine prochaine aussi. C'est de définir un petit peu tout ça, puis après je prendrai cas par cas. Comment? La Corée du Nord et du Sud, non? Bah non, justement. Déjà, c'est pas une île, c'est une péninsule. Et puis en plus, ils sont coupés en deux. Donc eux, ça marche pas quand même. Ah oui, les Corses. Les Corses, on en parlera, mais pas que les Corses, on parlera des questions de revendication politique. Les Corses, eux, en tout cas les nationalistes corses, pas tous les Corses, parce qu'ils ne sont pas majoritaires, le mouvement nationaliste corse base sa revendication sur une identité culturelle, linguistique, et évidemment, dire bah, qu'est-ce qui est en Corse, qu'est-ce qui n'est pas en Corse, bah, c'est l'île, tout simplement, et ils s'arrêtent là. Donc pour eux, c'est plus facile. Même si, justement, le fait d'être une île, et à chaque fois, on a des critères religieux, territoriaux, il y en a d'autres encore qu'on n'a pas vu, hein, religieux, territoriaux, linguistiques, historiques. Pour certains, ça marche, et dès qu'il y a des fois, c'est le troisième ou quatrième critère qui ne marche plus. Et ça marche rarement pour tout le monde. Par exemple, pour les Corses. On peut dire, voilà, est-ce qu'ils ont une identité nationale corse? Du point de vue territorial, si on prend déjà 4-5 points de vue comme ça, du point de vue territorial, on dit, bah oui, c'est une île. Ok. Mais est-ce que, par exemple, qu'est-ce qu'il y a juste au sud d'une autre île au sud de la Corse? La Sardaigne. Ça, la Sardaigne, c'est italien. Corse et français. D'un point de vue, ils sont juste à côté, juste en dessous. Or, entre la Corse et la Sardaigne, il y a une histoire très différente. Des langues très différentes. Donc, les Corses ne sont pas sardes ou les sardes corses, ils ne peuvent pas. Ils restent chacun sur leur île, tout est différent. À part le fait qu'ils soient émigrés. Est-ce qu'il y a des Corses qui sont sur le continent? Oui, il y en a. Mais ceux-là ont émigré, il n'y a pas de minorité corse ailleurs. Donc c'est vraiment, s'il y a une identité, le peuple corse, parce que les indépendantistes, les nationalistes corses veulent faire reconnaître dans la Constitution française l'existence du peuple corse. C'est politique ça. C'est le terme qui est très important. Il dit là. Mais la France ne veut pas, constitutionnellement, pour la France, il n'y a que le peuple français. Donc les Corses font partie du peuple français. Donc c'est un enjeu politique aussi. Donc les Corses, les indépendants, les nationalistes corses veulent
se reconnaissent ou revendiquent sur le fait qu'ils soient unis. Ok, territorialement, bon, c'est difficilement contestable. Maintenant, de ce que vous en savez, est-ce que d'un point de vue linguistique, ça marche? Peut-être que vous ne parlez pas corse, c'est possible, hein? Je ne vous en pas. Le corse, d'après ce que vous en savez, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Comment? Ah ben, il y a du boulot, hein? Vous voyez la Corse? Oui, très proche, et même d'un point de vue linguistique, une variété d'italien. Et que, historiquement, la langue écrite avant que la France ne s'empare de la Corse, la langue écrite usuelle de la Corse, c'était l'italien, tout simplement, parce que l'histoire de la Corse, et là on voit bien que, encore une fois, des fois ça marche, des fois ça marche pas, l'histoire de la Corse, on se dit, est-ce qu'ils ont un ancêtre commun? Est-ce qu'ils ont une filiation pour dire on a été Corse, et puis maintenant les Français ils n'ont rien à faire là, ils n'ont qu'à partir. L'histoire de la Corse, c'est d'abord les Romains. Avant les Romains, il y avait des populations, ok, mais les premiers occupants qui ont laissé des traces, c'est les Romains. Après les Romains, après la chute de l'Empire romain, c'est une période un peu compliquée pour tout le monde, et puis ensuite viennent les Pisans, qui viennent de Pise, d'Italie, la tour. Et après les Pisans, les Génois. Les Génois, ceux de Gênes, donc encore des Italiens. Donc c'est la République de Gênes. Et en 1768, les Génois vendent la Corse à la France. Donc la Corse devient française. Donc toute l'histoire de la Corse, sauf un tout petit intermède, c'est quoi? Ben, l'histoire de la Corse, c'est une histoire qui n'a pas connu, sauf sous Pascal Paoli, il y a un temps, quelques années, une révolte qui a construit un État corse indépendant, mais ça a duré quelques années. Sur 2000 ans d'histoire connue de la Corse, ils n'ont jamais été indépendants. Ils ont défendu soit les Romains, qui sont à la base des Italiens, puis des Pisans, puis des Génois, puis des Français. Donc l'histoire, si vous voulez là-dedans, c'est difficile pour eux de construire une identité sur la base d'une histoire. Dire on a été pendant très longtemps indépendants, les Français nous ont occupés, mais voilà, c'est pas le cas. L'histoire de la Corse se confond avec l'histoire de plusieurs cités italiennes, et depuis très longtemps. Le corse étant très proche de l'italien, l'italien a même été la langue écrite de la Corse pendant très longtemps, jusqu'à l'arrivée de la France. Donc du point de vue de l'histoire, ils ont beaucoup de mal. Ce qu'ils font, les nationalistes corses, c'est qu'ils reconstruisent l'histoire en accent, en disant, voilà, ce qui est fondateur de la Corse, c'est le moment d'indépendance avec Paoli. Donc point de vue linguistique, ça ne marche pas. C'est très difficile. Je peux vous montrer entre je pourrais vous montrer que de l'écrit, mais un texte corse et un texte italien, c'est quasiment l'italien met des O et des I sur les pluriels, sur les singuliers et sur les féminins, et le corse met un U. Voilà, c'est quasiment la même chose. Vraiment une orthographe qui est un petit peu différente. Sur le I, par exemple, c'est quasiment la même chose. Mais les revendications portent quand même là-dessus, même si c'est difficile. Donc vous voyez que sur la Corse, il y a le critère territorial qui marche, le insulaire, en tout cas, qui a une histoire qui est différente de la France, certes, mais elle est différente de la France, mais tout en étant très proche de celle de l'Italie. Donc ça, on va dire, bah, d'accord, si vous ne devez pas être français, vous êtes beaucoup plus proche des Italiens, vous de fait, comme la Sardaigne, vous devriez être une île italienne, ce que les nationalistes ne veulent pas. Vous comprenez? Donc la construction d'identité, elle se repose sur un certain nombre de critères, mais qui ne marchent pas avec nous. Ok? Ensuite, le autre critère, donc on a le critère territorial, sur tout ça on reviendra, qui pourra jouer le critère géographique. Oui, on reviendra après sur les intérêts, parce que là c'est plus compliqué. Parce que là c'est quand le peuple est constitué, c'est autre chose. Ce qui fonde vraiment je reviens sur la question géographique.
Sur la question géographique, j'étais arrivé sur l'île, sur les îles, parce que c'est ce qui définit. Mais quels sont les autres éléments géographiques qui peuvent définir un espace, un territoire? Les frontières naturelles Oui. avec les fleuves et les côtes. Voilà. Ce qui se définit très souvent le territoire d'un peuple qui essaye d'exister, qui essaye de se définir, parce je vous montrerai aussi des exemples en Europe centrale où c'est très compliqué, mais ce qui peut servir de marqueur dans le territoire, dans la géographie, c'est les fleuves. Et très souvent, ça sert de frontière naturelle. Quel est le fleuve en France qui va être un marqueur naturel qui va séparer historiquement la France du côté est? Parce que est, le fleuve, la Manche est claire. Vous voyez la France. Je veux dire que... Bon. La France, elle est délimitée sur son côté nord-ouest par quoi? Voilà, parallèle du Nord, la Manche, l'océan Atlantique. Donc de ce côté-là, c'est clair, on sait qu'on sort de France quand on est sur les pieds dans l'eau, sur la plage. Jusque-là, tout va bien. Ce qui limite la France au sud, les deux suds, les Pyrénées, frontières naturelles. D'accord? Ce qui limite la France au sud-est. Ça vous oblige à être sacré gymnastique. Donc vous me reprendrez aux cartes de France, vous me reprendrez les départements par cœur. Ben, au sud-est, c'est quoi? Sud-ouest, c'est les Pyrénées. Sud-est, c'est quoi? La Méditerranée. Ben oui, la Méditerranée, c'est quoi le grand port de la Méditerranée? La grande ville du sud-est côté sur la Méditerranée. Oh là là là. Voilà. Ouais, ça. Sud-est. On remonte côté les Alpes. Voilà. Et là, je revenais sur les Pyrénées, j'avais oublié. D'un côté des Pyrénées, c'est la France, de l'autre côté, on passe les Pyrénées, c'est l'Espagne. Donc ça marque frontière naturelle et frontière politique. Ça marche. Côté des Alpes, frontière naturelle avec l'Italie et la Suisse. Ça marche. Du côté nord-est maintenant, c'est-à-dire ici. Et là, alors là, vous allez être là. Comment? Le Rhin. Le Rhin, c'est une frontière naturelle qui marque la différence non seulement avec d'aujourd'hui la France et l'Allemagne, mais depuis les Romains, entre l'Empire romain et les peuples germaniques. D'accord? Et du temps des Romains, c'était tout ce qui était à l'ouest du Rhin, c'est-à-dire que le Rhin, il est venu directement. Et plus proche de chez nous, qu'est-ce qui marque? Mais plus tout à fait aujourd'hui, parce que la France a empiété sur le côté germanique, c'est quoi? Il y a le Rhin, d'accord, mais il manque un petit bout là, et ça, vous ne pouvez pas le savoir. Ça, c'est au-dessus. C'est vrai, les Vosges, ah oui. Il n'y a pas des Vosgiens ici? Donc les Vosges, ça ne marque plus la frontière, ça l'a marqué. Ça ne marque plus la frontière parce que de l'autre côté des Vosges, il y a l'Alsace, qui est maintenant française. Donc les frontières naturelles, je donne l'exemple de la France, mais très souvent, les frontières naturelles sont devenues aussi des frontières politiques. Donc ces peuples qui vivent à l'intérieur, pour la France, c'est pas vrai, en fait. Si aujourd'hui les frontières naturelles sont des frontières politiques, à l'intérieur de ces frontières naturelles, il y avait des peuples différents. Donc pour la France, c'est vrai aujourd'hui, mais c'est un peu une illusion d'optique parce que la France s'est construite en s'élargissant et qu'à l'intérieur de ces frontières naturelles, il y avait des peuples différents. Les Bretons, les Basques, les Alsaciens, etc. La France s'est construite comme ça. Mais d'autres peuples, on verra que les frontières, ou par exemple les Tchèques, quand vous regardez la carte
d'Europe centrale, on reviendra sur toute l'Europe centrale, pas simplement sur tout ça, les Tchèques, les Slovaques, les Hongrois, tout est entremêlé. Et qu'est-ce qui fait qu'on a un pays aujourd'hui? C'est en partie aussi les frontières naturelles. D'accord? Ensuite, dernière chose qui est dit ici, qui va... Tout ça, on reviendra dessus. Après, je vous laisse. Déjà, vous avez une journée chargée, mais là... Les deux dernières choses qu'on a déjà évoquées, on va juste... je n'expliquerai pas, j'en parlerai la prochaine fois. Deux choses qui sont très importantes qu'on a qui étaient transversales. C'est quoi? Qui fait qu'il peut avoir... qui peut faire l'identité d'un peuple, qui peut faire... qui peut construire un peuple. Et ça a été notamment le cas pour la France. Dans son histoire, c'est en grande partie grâce à ça que la France s'est construite. Autour de ça, pas grâce, autour de ça. Culture? Ah, là, c'est trop vague. Justement, non, en plus, c'est pas le cas. C'est trop vague. Sur la culture, je vais préparer, on fera ça la prochaine fois. Des définitions pour dire que c'est tellement vague, tellement flou qu'on laissera tomber. Parler de la monarchie en France. Et puis d'autres pays. La monarchie se construit, même si je vois bien que ça manque un peu de référence. La monarchie s'est construite autour de quoi? Là, il y a eu la rupture révolutionnaire, mais ça, c'est resté. Ah non, on n'a plus de droit. Après la rupture, oui, mais ce que la monarchie s'est construite autour de quelque chose, que la révolution a tout changé. Non, ah non, la religion, pas la révolution, au contraire, la religion, elle a tous de côté, complètement. Non, quelque chose de concret. Qui existait avant la révolution elle a tout mis par terre. Alors, la religion en premier lieu, on s'en est définitivement, j'espère, après débarrassé, pour plus que ça revienne comme ça. Le roi, la monarchie, alors ça a subsisté encore un peu après, la monarchie, mais plus pour très longtemps. La révolution a mis tout par terre. Ah non. Mais, Le droit pas que le droit. La monarchie s'est construite autour de ça, et la République aussi. Mais évidemment en reprenant. La politique Pas tout à fait. Quelque chose de plus concret. Le gouvernement Presque. Presque. Le gouvernement, il gouverne quoi? Il dirige quoi, le gouvernement? La Constitution? Non, ça c'est l'application, c'est une conséquence politique. C'est pas faux tout ce que vous dites, hein. Mais concrètement, le gouvernement, il gouverne quoi? Il dirige quoi? Aujourd'hui et partout dans le monde. Hein. Non, c'est nous qui les, en principe, dans les principes démocratiques, c'est nous qui les gouvernons, c'est nous qui les dirigeons. Ils nous dirigent un temps, quand on ne veut plus, hop. Non. La monarchie l'a fait, la France s'est construite en grande part, pas que la France, mais surtout, et la République, ça, elle l'a repris et elle l'a consolidé, en le mettant. L'État. L'État. Le gouvernement, lui, dirige l'État. L'État, vous savez ce que c'est? L'État, c'est une bureaucratie, enfin, c'est une administration. C'est un fonctionnement des règles, des codes, des lois, des mesures. Un État, c'est quelque chose qui va faire fonctionner un pays. Et l'État, c'est un petit peu l'ossature. Et c'est arrivé, et notamment pour la France, ce qui a fait la continuité de la France, c'est qu'elle a un État organisé, centralisé depuis bien longtemps. Donc ça fait aussi référence. Les Français, encore aujourd'hui, s'identifient à l'État. D'où les aides de l'État, d'où les attentes de l'aide de l'État, parce que ce ne définissent pas, par exemple, les Britanniques comme ça. Mais les attentes fortes en matière sociale, en matière d'intervention de l'État, sont très spécifiques à la France. Parce que la France est construite comme ça. Ça va, vous comprenez tout ça? Donc tout ce qu'on a vu là, je vous laisse là, respirer, d'air. On reviendra sur tous ces critères-là et puis on verra après comment on définit les uns les autres. Et puis on verra qu'à chaque fois, il y en a un qui marche, un qui ne marche pas, et que c'est un peu compliqué. Voilà, bonne semaine. C'est moche, hein. C'est pas grave. T'arriveras pas.